Presque 6 mois ont passé après le démantèlement du labo de Gyptech. Durant cette période, Gadelbert aura pu divulguer la totalité de ses connaissances. C'est un gobelin ambitieux, ce Gadelbert. Il sait saisir les opportunités, surtout si elles lui permettent de survivre. Il aura également pu se rapprocher de Gébu et de ce fait se voir confier certaines responsabilités. Ce genre de choses ne se fait pas sans l'avis de tout le monde, à savoir le givré, qui, comme à son habitude, n'oppose jamais beaucoup de contestations à l'égard de ce qu'il ne comprend pas, c'est-à-dire la majorité des sujets traités. Une flotte aérienne de petite envergure a été développée et mise à la solde du givré, moyens techniques étant bien sûr gérés par Gébu. Et dans l'élan de tels agrandissements, des contractuels, combattants pour la plupart. La militarisation de Zwekleviduk n'inquiétait en rien Kate qui avait fait son choix en matière de karma. Néanmoins, l'ambiance ne faisait que tendre de plus en plus vers, disons, l'hermétisme. La zone d'action ayant augmenté de façon significative, des territoires insulaires ont été investis et désignés comme points stratégiques, l'occasion d'établir des bases. Le projet a été vivement appuyé par Gébu quelques mois après les événements du labo, et s'est mis en tête de l'expédition. Depuis, 3 bases ont été établies, Zet, Galif et Gomo, du nom indigène des îles respectives. Gomo étant la colonie la plus ancienne. Une période de vide affectif pour nos héros bien-aimés. L'absence de Gébu a suggéré un vent de dispersion au sein du groupe. Après tout, chacun ses besoins. Pour Maïk, c'était plus que jamais la vérité. Dans une cime, accrochée bien haut, notre chasseur félin attitré fixe un oiseau coloré, au plumage extravagant. Un matu-vu. Nom latin Psittacus jmelapetus gravis. Le capturer vivant peut rapporter une petite somme. Soudain, une voix retentit. « Monsieur Maïk !» L'oiseau s'envola, effrayé par un tel manque de savoir-vivre. Maïk, paniqué, tenta d'attraper le volatile en catastrophe, compromettant ainsi son équilibre et, de ce fait, son existence. « Mais qu'est-ce que vous voulez, enfin ?» Le givré m'envoie. Il aurait besoin que vous réalisiez une intervention sur le terrain. Désolé pour l'oiseau. Et pour le danger de mort. Sans rancune, j'espère, monsieur Maïk. Ils commencèrent tous deux à marcher. Vous êtes, comme Dame Stilric et monsieur Cridrimar, un associé direct du givré. C'est pourquoi je comprendrais que cette requête vous paraisse inappropriée, mais il semblerait que la situation soit plus délicate que d'ordinaire. Les autres membres de l'équipe ont déjà été convoqués. Un peu plus tard, dans le bureau du givré, une ambiance pesante règne. Après avoir remercié nos héros d'avoir répondu à l'appel, le chef gobelin entame le vif du sujet. Voilà le topo. Notre groupe sur l'île de Gomo rencontre des problèmes de sûreté tribale. Les indigènes, au départ pacifiques, ont manifesté de l'hostilité à l'égard de nos troupes. Selon notre expert, ils portent des accusations contre nous. Il faut que vous sachiez que les incidents diplomatiques sont à éviter à tout prix vis-à-vis de ces autochtones. Notre réussite dépend de cette cohabitation. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons décidé de confier cette tâche à nos meilleurs éléments. Et nos meilleurs éléments, c'est vous, mes amis. Qui sont ces indigènes? Les orques de Gomo, ou Gomoïm selon l'expert. C'est de gros orques sombres de peau et pas très causants. Il y a différents rapports à ce sujet si vous voulez. J'aimerais ajouter que la mission est totalement sans danger si l'on reste dans les limites établies. Inutile de corser les choses. Nos installations sont très abouties là-bas et vous ne serez pas lâchés dans la jungle hostile sans précaution. Et vous disposerez d'un appui militaire conséquent. Ben oui. Et puis Gadelbert sera là pour vous protéger. Il nous accompagne? Oui, j'ai malheureusement quelques chats à fouetter sur l'île de Gomo. Le transport s'effectue dans l'ennui, puisqu'il dure 8 heures. Le calme avant la tempête, probablement. Après tout, la diplomatie n'est pas vraiment la spécialité de la maison. Le dirigeable amène nos amis à une base située à proximité d'une ville côtière au sud-ouest de la Terre de Fond. Il a été jugé dangereux de survoler l'île de Gomo avec de gros appareils. Nous allons finir le trajet en gyrocoptère jusqu'à Gomo Sud. Vous allez voir, c'est très sympa comme balade. Arrivé aux abords de l'île de Gomo, mer cristalline, jungle dense et bien sûr le volcan. Zarma fait chaud pour les indigènes. En tête de cortège, le gyrocoptère de commandement.
À son bord, Steelrick, Ked et Mike en compagnie de Gadalbert et de 2 soldats d'élite. Je vous présente le Major Grip et son second, le première classe Guttle. L'aide de ces messieurs nous est très précieuse. Ils connaissent ce type de terrain comme personne. Le Major Grip, un gobelin taché, signe de mauvais caractère, une large cicatrice dans le visage, fixait Ked d'un air patibulaire. Tout à coup, il cracha sa chic dans un torrent de bave massif, brun et visqueux. Inutile de faire les présentations, Bert. Aucun zigoto ayant été introduit par vos béni-oui-oui de l'organisation n'a fait le poids jusque-là. Il plaisante, il fait toujours ça, je vous assure, pour l'ambiance, quoi. C'est quoi ce que tu trimbales? Sans rompre le regard, il désigna l'arme de Grip d'un haussement de tête. Grip portait et bichonnait un fusil de précision de gros calibre, une arme colossale pour un gobelin non moins impressionnant par sa taille inhabituelle. Quoi, petit? Ça? Eh bien, si tu veux tout savoir, c'est un outil de jardinage. Si tu tires assez près du sol, tu peux creuser des canaux d'irrigation en un clin d'œil. On entendit Guttle ricaner discrètement, ceci laissant deviner sa nature servile et, disons-le, ses lacunes intellectuelles. Les arbres exotiques sont chahutés par les gyrocoptères en approche de la base de Gomo Sud. Voici le plateau de Gomo Sud, relativement hors de portée du volcan en cas d'activité. Le plus fou, c'est qu'aucun groupe d'indigènes ne s'y est jamais installé. Plus tard, sur le tarmac de la base de Gomo Sud. Et en plus on se tape une grosse paye. Pognon. Bon, j'ai récupéré les infos. Normalement, l'expert devait nous attendre ici, mais elle n'a pas voulu quitter son labo. Nous allons devoir la rejoindre au village de Montbéni-Kikui. Et élément important, Jébu serait dans un avant-poste situé sur les plages à l'ouest de l'île, entre Montbéni-Kikui et le temple de Zarmasapu. Jébu est ici? Vraiment? Depuis tout ce temps? Absolument. C'est pourquoi Guttle et Monsieur Kedrimar quitteront notre groupe pour aller le récupérer puis l'escorteront jusqu'au point de rendez-vous à Zarmasapu. Eh ben, il va être beau. Il boit toujours beaucoup plus quand on n'est pas là. Et il doit nous aimer au fond. Le village de Montbéni-Kikui. Un village typique, préservé au possible selon les chercheurs de Zveklividuk. Enfin, celui qui avait le dernier mot, c'est le professeur Toutbon, Jeanne Toutbon, médecin et anthropologue de son état. C'est elle qui est chargée de la médiation et de l'étude du langage. Le professeur Toutbon est une brillante jeune humaine aux cheveux châtains et aux yeux d'émeraude. Sa beauté et sa candeur auraient pu attendrir n'importe qui. Hélas, les gobelins, qu'ils soient du côté de Gibson, du Givray ou d'ailleurs, sont indifférents à ce genre de qualité. Autant dire qu'elle avait régulièrement des fils à retordre de la part de ses référents gobelins. Sous ses airs de princesse arriviste, le docteur Toutbon maîtrisait parfaitement son sujet. Les idiomes, us et coutumes des civilisations connues n'avaient aucun secret pour elle. Et elle était parvenue à établir une relation de confiance solide avec les Gomoïs. Elle était donc exemplaire à bien des égards. La seule chose que l'on pouvait lui reprocher était peut-être son attitude trop analytique, qui peut laisser penser, au fil de ses paroles, qu'elle continue de considérer les indigènes comme des animaux. En réalité, elle considère toutes les espèces vivantes comme des animaux. Ceci dit, sa hiérarchie n'a jamais remarqué quoi que ce soit à ce sujet. Il faut dire que ce genre de réflexion ne vient pas naturellement à l'esprit d'un gobelin, aussi savant puisse-t-il être. Elle occupait une petite cabane en périphérie du village. Un lit, un réchaud, une cantine militaire, des récipients en métal, et une unité douche-toilette du ZBRD, Zveklividuk Bureau of Research and Development. Le reste de l'espace étant occupé par des monticules vertigineux de livres, papiers en tout genre et de micro-cassettes. Bon, vous m'avez l'air sympa, alors je vais jouer franc jeu. Des gobelins armés, très visiblement en provenance de Gomo Sud, ont kidnappé des orques qui se rendaient... Docteur, Oui, monsieur. vous portez des accusations très graves à l'encontre de l'organisation qui est aussi votre bienfaitrice. Je vous suggère de modérer vos propos et de garder vos opinions personnelles pour vous seul. Bien, monsieur. Je disais donc, des orques en pèlerinage se sont fait capturer, l'incident s'est répété, les Gomoïm ont réussi à abattre certains de serviteurs. Ils sont persuadés que ce sont des gobelins en provenance de Gomo Sud. Je n'ose même pas imaginer que Zveklividuk ait pu perpétrer de Docteur, tels... ça suffit.
Ne m'obligez pas à passer aux actes. Une telle insubordination mériterait des sanctions. Jeanne ne répondit pas. Gadelbert quitta la cabane. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Doc? Il faut rejoindre Zarmasapu. Je tenterai de les convaincre de vous laisser approcher les corps afin de les identifier. T'en fais pas, mignonne. S'il s'avère que Zwaklividouk est impliqué, nous, on saura précisément à qui tirer les oreilles. C'est vrai? Elle se tourna vers Stilric, esquissa un sourire et ses magnifiques yeux s'illuminèrent d'espoir. En dépit de ses remarquables états de service, le docteur Toutebon souffrait d'être terriblement désordonné, ce qui allait différer quelque peu le départ. Jeanne suggéra à notre compagnie d'en profiter pour faire connaissance avec ses amis les Gomoïm. Grip et Guttel étaient restés depuis le début près de la cabane de Jeanne, à pratiquer leur activité favorite, jouer les gros bras devant les orques en leur balançant des moqueries de bas étage. La plupart des orques se contentaient de les observer d'un œil circonspect. Aucune réaction violente de la part des Gomoïm n'était à signaler. Les Gomoïm forment une communauté au demeurant paisible et sage, même si leurs traditions ont su récompenser la puissance guerrière. Ils restent néanmoins atypiques si l'on compare ces individus aux orques continentaux. D'ailleurs, Jeanne n'est jamais parvenue à découvrir les raisons d'un tel endémisme. Selon ses observations, ils seraient venus volontairement et ce pour y rester. Et l'étude de leurs croyances tend à prouver qu'ils sont là depuis très longtemps. Et ce, même compte tenu du fait que le cycle générationnel des orques est relativement court. Par ailleurs, il n'est pas impossible que des Gomoïm quittent le village afin de voir le monde, généralement les plus jeunes. Seuls les anciens restent irrémédiablement hermétiques au monde extérieur et à ses idées saugrenues. Le meilleur exemple étant le village de Teramugu, situé très proche de la base de Gomo Sud, au bord de la mer Mango. L'influence des gobelins et les échanges d'objets manufacturés ont développé ce village à une vitesse fulgurante. Malgré tout, ce phénomène n'a pas que des inconvénients. Il permet à de jeunes Gomoïm d'exprimer leur potentiel. Ça y est, je suis prête. On a failli attendre. Je dois déposer Cory chez une personne de confiance. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? C'est un genre de goûter ou quelque chose d'approchant ? Cory est un bandicoot à pied de cochon, une espèce en danger critique d'extinction. Je l'ai recueilli et soigné. Depuis, nous sommes inséparables. En tout cas, il a l'air délicieux, mes félicitations. Ne me taquinez pas, s'il vous plaît. J'ai des soucis avec le second degré. Il plaisante, rassure-toi. Bien. Notre troupe, quasiment au complet, fit donc une halte chez l'un des habitants du village à la demande du docteur. Près de la sortie, une case assez grande marquait la frontière nord. Rien de spécial pour une case indigène, si ce n'est les quelques antennes longue portée et les paraboles qui ornaient la toiture. Jeanne abandonna sa main dans le chaume qui revêtait les côtés de la porte. Inattendu. Plutôt. Salut, Mo. Salut, ma princesse. Mo, diminutif de Moshanga. Il était l'exemple parfait d'équilibre entre tradition et modernisme. Il portait un t-shirt, un bermuda et une chaîne en or autour du cou. Sans parler de ses lunettes de soleil portées en intérieur et de ses cheveux en touffes sphériques larges et denses. C'est tes potes? Ce sont mes patrons. Je vous préviens, elle est unique. Inutile d'essayer de trouver mieux, vous allez toucher le gros lot, les gars. Arrête de faire l'imbécile. Mo, il faut absolument que tu veilles sur Cory à mon absence. Je ne pense pas être retenu très longtemps, mais on ne sait jamais. Ça roule. Bien sûr, j'adore ce petit mec. Merci, Mo. Fais attention à toi, princesse. A plus, les caïds du continent. Prenez soin d'elle, tac. Et quand vous reviendrez, on se fera une bouffe. C'est moi qui la régale. Maintenant que Cory le marsupial est en sécurité, nos compagnons peuvent enfin prendre la route jusqu'au point de séparation à environ 3 km à travers la jungle. La faune de l'île était loin d'être essentiellement composée de créatures comme Cory. Au-delà des serpents venimeux, des insectes, il y avait 2 prédateurs sur l'île qui se disputaient le titre de roi de la jungle. Le Querus, une espèce de porc sauvage imposant, agressif et délicieux à la broche, et l'araignée souche, 4 mètres de circonférence, parfaitement adaptée au milieu. Attention de ne pas confondre ses pattes avec les racines de palétuvier. Son venin n'est pas fatal mais peut causer de sérieux dommages au tissu et au système sanguin. Jeanne, en bonne madame je sais tout, ne manquera pas de transmettre ces précieuses informations à l'équipe tout en marchant. Si vous ne cessez pas de jacasser, docteur, je vais finir par vous descendre.
Et je vois mal comment je pourrais vous rater à cette distance. Pardon, Major, mais il faut bien que nos visiteurs s'informent. Rien de tel que la pratique. S'ils meurent, tant pis pour eux. Je respecte réellement les lois de la nature, moi. Mais ouais, t'as raison. Et puis peut-être que c'est toi qui te feras becter par un porc des bois. Va savoir. Les cochons se mangent-ils entre eux? Grip se contenta de les regarder de loin, en plissant les yeux tout en lâchant une énième salve de bave infusée de tabac. Un peu plus loin dans la jungle, notre équipe terrassa un chorus colossal. Tonnerre de merde! Mais comment des bestioles aussi grosses peuvent vivre sur un territoire aussi petit? Eh bien, c'est assez amusant. En fait, on aurait tendance à penser aux variations de taille liées à la pression atmosphérique, comme les phénomènes étudiés à l'échelle de l'évolution, par rapport à l'oxygénation des organismes notamment. Mais ici, ça relève tout bonnement de la sélection. Il a été démontré qu'une caractéristique génétique peut être transmise et renforcée de façon efficace au sein d'un très petit groupe d'individus. Docteur, si vous vous taisez pas, je vais vous sélectionner un grand coup et pas de façon très naturelle, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ma question n'attendrait pas de réponse. Oups, encore une boulette. Je vous l'ai dit, la rhétorique, ça me dépasse. Docteur, Oui, Major? Vous êtes barge. Ouh, c'est facilement une amitié qui progresse à vue d'œil comme ça. Après quelques mauvaises rencontres, tantôt sournoises, tantôt bourrues, mais toujours velues, les aventuriers atteignirent le point de séparation bêta comme suit. L'ambiance n'était certes pas au beau fixe, mais l'équilibre était acceptable. Le premier safari a donné l'occasion à Grip et Guttel de prouver que, hormis leur personnalité douteuse, ils faisaient preuve d'une efficacité radicale sur le terrain. Ce qui ne déplaisait à personne, car dans ce genre de situation, être en mesure de répondre avec force à l'adversité est tout ce qu'on pouvait demander à un membre de l'équipe. Leur élucubration stupide et haineuse était, mais non sans effort, tolérée. Grip et Guttel illustraient parfaitement ce que les politiciens aiment appeler un mal nécessaire. voici le point bêta. Burt, on vous a pas entendu de tout le crapahutage. Vous vous sentez bien? Oui, merci, Major. C'est juste l'humidité. Bien. C'est le moment. L'avant-poste se trouve dans 2 kilomètres dans cette direction. Monsieur Kidrimar, Guttel va se joindre à vous et vous pourrez vous mettre en route. Guttel, vas-y, traîne pas ton sale petit cul de macaque. Guttel s'avança vers Ked. C'était un personnage déroutant et inquiétant, d'un rachitisme et d'une laideur rare, même pour un gobelin. Il n'avait pas émis le moindre son jusque-là, si ce n'est pour ricaner timidement à l'écoute d'une des plaisanteries infamantes de son maître. Voilà. Bon. La répartition est faite. Auriez-vous des questions par hasard? Je n'apprécie pas beaucoup d'être commandé de la sorte, à vrai dire. Déjà qu'on m'oblige à faire équipe avec des trucs trouvés dans les poubelles. Des procédures ont été établies. L'état-major et les représentants de direction les utilisent pour concevoir les missions. Les modèles sont très performants. De plus, vous imaginez bien qu'un soin tout particulier a été pris pour l'élaboration de celle-ci. C'est dans votre intérêt, je vous l'assure. Je vous préviens que si ça dégénère, on fera les choses à ma façon, Burt. Je suis tout à fait confiant. En tant qu'éclaireur, Guttel dispose déjà d'une reconnaissance des lieux. Cela vous aidera grandement à éviter les ennuis. Bon, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Soyez prudent. On assurera de notre côté. Tiens, il me reste un peu de brionne, tu la donneras à Jébu. Tel que je le connais, il va en avoir besoin. Les 2 groupes reprirent leur chemin respectif. Ked et Guttel s'enfoncèrent dans la jungle. Stilric et Maik les regardaient disparaître alors qu'ils avançaient à reculons sur ce chemin rudement imposé. Les discours de Gadelbert sur l'administration et ses solutions révolutionnaires n'éblouissaient personne au sein du groupe. Pas même Grip, étant pourtant celui qui logiquement devait avoir le plus de loyauté envers la direction de Zadok. Enfin, après tout, c'était un personnage incapable de se montrer admiratif face à quelque chose. Jusque-là, Jeanne était restée sceptique vis-à-vis de nos compagnons. Ses opinions étaient déjà bien trempées. Pour elle, les troubles qui frappaient les habitants de l'île ne pouvaient pas avoir d'autres origines que Zadok. Mais ses convictions étaient quelque peu fragilisées depuis le début de cette mission. Malgré ses lacunes en matière de sarcasme, elle sentait très bien la confrontation qui avait lieu ici. Quant à Stilric et Maik, le passé de Gadelbert était suffisamment éloquent pour justifier les inquiétudes. Tout en ruminant, au sens propre comme au figuré, nos amis continuaient leur route vers la faille de Pfiuseo. Grip fermait la marche en compagnie de Burt
et ils discutaient sans relâche des paramètres de la mission. Tout va bien, mignonne? Toujours des forces? Oui, merci. J'ai l'habitude. Ça fait partie du job. Êtes-vous inquiète, Dame Stéleric? Styleric tout court. Moins le vouvoiement, s'il te plaît. Et non, pourquoi cette question? Bof, c'est juste que la séparation au point bêta était assez déchirante, je trouve. Sans indiscrétion. Vous n'êtes pas indiscrète, docteur. Nous sommes de vieux camarades et je dois dire que cette situation n'a rien de normal. Mais te fatigue pas, mignonne. Je vois bien que t'es remonté aussi. On ne comprend pas tout non plus, mais tu peux nous faire confiance. On ne veut de mal à personne ici. Ce qui m'embêterait vraiment, c'est de devoir admettre que j'ai vu ne soit qu'un salaud. Un gobelin comme les autres. Tu connais J'ai vu? C'est lui qui m'a engagé. Je vivais à Uberfluss, une ville d'humains dans le nord. Je suis l'auteur de certains ouvrages de référence dans mon domaine. J'ai vu m'a trouvé comme ça. J'ai reçu un charmant courrier qu'il m'avait personnellement écrit. J'ai décidé de me lancer. J'ai fait le trajet de Uberfluss jusqu'à Zadok. Je l'ai trouvé tellement gentil. Et surtout, j'avais la certitude qu'il n'avait que de bonnes intentions. Attendez, c'est bien de J'ai vu que nous parlons là. 1m10, tout vert, des lunettes, des fringues qui empêchent le tabac et l'alcool. Mais pourquoi ce serait si dur pour toi, mignonne? Parce qu'en dépit de ses belles paroles, c'est lui qui est à l'origine de ces expéditions et de leurs débordements. Une vision large des choses, progrès responsable et réellement bénéfique pour le monde. Le piège rêvé pour une scientifique idéaliste comme moi. J'ai pas envie de n'être qu'une idiote parmi d'autres. Arrête de dire n'importe quoi. Et puis je t'ai déjà expliqué que si tout ce que tu dis est vrai, nous considérerons ça comme une trahison de la part du givré. Et si de surcroît J'ai vu est impliqué, il aura affaire à moi. Et je suis tout à fait à même de le faire souffrir. Je connais les moments de la journée où il est le moins ivre. J'ai très envie de vous faire confiance, mais je ne saurais franchir le pas sans preuve. J'espère que vous me comprenez. En tout cas, je veux que vous sachiez que votre amitié me touche beaucoup. Jeanne prit le sourire de Styleric comme un acompte, et ils purent continuer leur chemin sur un ton un peu plus décontracté. La forêt commençait à faiblir face au volcan. Le paysage s'était considérablement dégagé pour laisser place à la vue sur le Zarmafécho. La faille de Piuseo faisait partie de la panoplie des phénomènes inhérents au volcan, chose qui, grâce à l'esprit instinctif de Grip, n'ont pu avoir l'occasion d'être énumérée par Jeanne. L'essentiel étant de savoir que cette faille est profonde et dangereuse. Un pont de singe d'une 20aine de mètres était à disposition pour la traverser. Sur indication de Grip, nos amis entamèrent le chemin du pont les uns derrière les autres. D'abord Styleric, puis Jeanne, Maïk, Berthe, et enfin Grip pour couvrir les arrières, comme on dit. La traversée était lente et stressante. Le pont amplifiait le moindre petit mouvement. Styleric dépassa la moitié de la distance quand tout à coup... Les deux extrémités du pont furent pulvérisées par des explosions coordonnées. Ce qui reste du pont se trouva par chance suspendu à l'extrémité nord. Notre troupe, au-dessus du vide surplombant des massifs d'obsidienne, se cramponnait à tout ce qu'il pouvait. Styleric soma à l'équipe de ne pas paniquer et d'utiliser les segments du pont comme échelle. Une fois en haut, nos amis tentèrent de recouvrer leur calme. Maïk et Styleric, sur leur garde, scrutèrent les environs. Ce sont les Gomoïm qui ont fait ça. Vous vous trompez. Ils ne feraient jamais une telle chose. Leur déontologie du combat est très exigeante. C'est vrai que vous allez un peu vite en besogne, Berthe. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Les rebelles disposent de matériel dérobé à notre armée. Il n'y a pas d'autre explication à cet incident. Inutile de vous forcer au racisme, Berthe. Le Major est là pour ça. D'ailleurs, il est où le gros dégueu? Oh non. Major Grip? Il était en dessous de vous lorsque nous étions suspendus? Je ne crois pas, non. Ah là là, c'est une catastrophe. Le Major Grip est mort? Apparemment, mignonne. Apparemment. Personne ne peut survivre à une telle chute. Gadolbert était bouleversé. Il était en face d'une situation qu'il redoutait par-dessus tout, l'incertitude. Heureusement, Styleric et Maïk n'en sont pas à leur première crise. Ils devaient continuer. Le terrain était devenu essentiellement rocailleux et difficilement praticable. Le groupe avait enfin atteint le temple de Zarmasapu, surplombant la jungle. Les fumerolles dégageaient une odeur fétide. Par endroits, l'air était irrespirable. Le temple n'était pas un édifice très élaboré. Des colonnes en pierre taillée, ornées de fresques de visages étranges, jonchaient les environs. Et au centre, une terrasse en pierre.
des obélisques et un autel servant à différents rites. En dehors des cérémonies initiatiques pour guerriers et apiculteurs en devenir, la religion Gomoïm était principalement axée sur leur mythe de la création. Mamaplouf, qui désigne les étendues d'eau, a mis au monde 2 enfants, Gros Shoketsu qui craint et Gros Shokelloin qui est bien. En un sens, le mauvais et le bon. Le monde était alors stérile à cause des incessantes et puériles batailles que se livraient les frères. Le premier des 2 finit par prendre le dessus dans cette lutte fratricide. Pour les protéger, Mamaplouf décida d'engloutir Gros Shoketsu qui craint dans un cataclysme. Elle créa ensuite le Zarmafécho pour que ses fils puissent continuer à se parler et à grandir ensemble. L'équilibre s'étant instauré, la terre put devenir peuplée et prospère. Ces croyances étaient très populaires dans tout l'archipel, et des orques en provenance de Zeth et Galif effectuaient constamment des pèlerinages. Les 2 divinités sont célébrées avec le même soin et la même bienveillance. Les Gomoïm croient d'abord en l'équilibre. Pour eux, l'ombre ne doit pas être éradiquée. C'est simplement une part d'un tout. Bon, ça va être à moi. Ça va aller, détends-toi. De leur côté, Cad et Guttle marchaient hors des sentiers à travers la végétation dense. Et cela commençait à être long. Bon, l'affreux, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Je commence à penser que tu ne sais pas du tout ce que tu fais. Guttle ne répondait pas. Seuls étaient audibles les immondes sons de respiration qu'il émettait par moments. Ouais, je sais ce que c'est. T'es pas content, c'est sûr. Si j'étais aussi moche que toi, moi aussi je ferais la gueule à tout le monde. Soudain, un bip électronique se mit à retentir. Guttle tira un petit boîtier de l'une de ses poches et coupa la sonnerie. C'est l'heure des médocs, hein. Encore une fois, je comprends. Je suis heureux de voir que tu essayes d'aller mieux. Guttle dégaina un petit pistolet de signalisation et tira une fusée qui fonça au ciel, baignant la zone dans un rouge intense. Bon, c'est très joli, mais je ne crois pas que... Cad sentit une vive douleur à l'abdomen. Guttle lui avait tiré dessus avec un puissant pistolet tranquillisant. Cad était déjà trop faible pour entamer une contre-attaque. Ses membres s'engourdirent et sa vision déclina. Ne lui restait que l'image floue de Guttle prenant la fuite à la vitesse de l'éclair. Il finit par s'effondrer totalement inconscient. À Zarmasapu, Jeanne était en plein pourparlers avec les rebelles. Elle maîtrisait bien la langue. Mais son véritable atout était sa réputation parmi les Gomoïm. Voilà quelque temps maintenant qu'elle vivait avec eux. Et sa nature généreuse avait eu l'occasion de faire ses preuves. Elle avait notamment sauvé la vie de certains d'entre eux, ce qui n'était pas négligeable puisque les Gomoïm pratiquaient le principe de dette éternelle dans ce cas. C'est bon, ils vont nous laisser approcher les corps. Allez, finissons-en. Encore un peu plus en amont du flanc, une petite grotte servait de loge pour les prêtres lors des cérémonies. Les Gomoïm dissidents y avaient entreposé les corps des gobelins. Leurs conditions de conservation laissaient à désirer. De plus, c'est la saison des crabes. Régulièrement, cette région de l'île était envahie par une multitude de crabes colorés, Carcinus planatus plimpartus. Ils affluaient autour de la grotte, attirés par la charogne. Les cadavres portaient les armes et équipements standards de Zadok. Harnais tactique, protection légère, fusil NR 556 AID, aucune autre information n'était disponible. Alors, Burt, qu'en pensez-vous? À l'évidence, c'est une machination. Naturellement. Vous fermez-la, espèce de petite ingrate sans cervelle. Stilric en attrapant Burt par le col. Si t'as un problème, tu t'adresses à moi, compris, sale petit fouille merde? Ok. Bon, voilà ce qu'on va faire. On va prendre leurs plaquettes ID, on les ramènera à Gomo Sud pour interroger notre base de données. Ces gobelins ne peuvent pas faire partie de nos rangs et je vous le prouverai. Pas cette fois, mon mignon. Tu te souviens de ce qu'a dit Ken? Si ça dégénère, on prend le relais. Ouais. D'ailleurs, on aurait bien besoin de se rassembler. Jeanne, demande au Gomoïne de le faire prisonnier le temps qu'on retrouve Cad et si possible, j'ai bu. Sans problème. Ah non, attendez, pas ça, je vous en supplie. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh non, un crabe galien. Ils sortirent de la grotte. Un énorme crustacé semait la panique parmi les orques. Jeanne, reste dans la grotte. Maïk, on y va. Quant à vous, monsieur le directeur des Javers louches, je vous attache. Stilric attacha rapidement Gadalbert à un pilier avant de fondre sur l'ennemi. Cad riait. Il adorait la balançoire. Ses petites couettes virevoltaient. Il joignait avec habileté ses petites jambes en collant blanc pour gagner de la vitesse. Et ses petites chaussures cirées luisaient au soleil. Quelle magnifique journée.
Kedrima, le déjeuner est servi. Ked se précipita pour descendre de la balançoire, quand une voix rauque émana d'un buisson. Alors, petit, on aime s'éclater, hein. Tu te la racontes et au final tout sourit. J'ai pas le droit de parler aux inconnus. Ked se sentit soudain très mal à son aise. Il entendait cette voix rauque et un horrible son de respiration l'accompagnait. Il savait maintenant qu'il était en réalité couché face contre terre. Si c'est pas admirable à voir ça. Des orques qui accèdent au pouvoir et à la célébrité. En tout cas, c'est un sacré beau morceau. Il sera du plus bel effet dans ma collection. Qu'est-ce que t'en dis, Gator? Ked se redressa brutalement. Il était seul dans la jungle. Les effets du tranquillisant s'étaient dissipés. Tout à coup, une nouvelle fusée est tirée non loin de lui. Allez, Ked, fais-moi voir ce que t'as dans le bide. Et applique-toi. Je déteste gagner trop vite. Ked était parvenu à neutraliser Göttel en le faisant tomber de l'un de ses perchoirs, ceci rendant la manœuvre beaucoup plus délicate pour Grip. Pour chasser Ked, ils employaient une technique de tireur isolé avec Getter, revue et corrigée. Elle s'était montrée redoutable par le passé. Le tableau de chasse de Grip était hélas très bien garni. Quant au gibier, il était d'origines diverses et variées. Les opinions désastreuses de Grip sur l'égalité des castes ne relevaient pas simplement de l'ignorance du xénophobe commun. Il les exprimait avec ferveur. Ses origines étaient mystérieuses, mais son apparence singulière laissait penser qu'il avait un lien de parenté avec les orques qu'il haïssait tant. À l'issue de cette lutte acharnée, Ked parvint à surprendre Grip et lui asséna un coup de poing dévastateur. Ce dernier fut déséquilibré et passablement sonné. Ked saisit le fusil à pleine main. L'arme de Grip était reliée à son corps par un pantographe de compensation. Le matériel haut de gamme ne put résister longtemps à la rage de Ked, qui arracha le tout d'un coup de pied, projetant Grip comme une poupée de chiffon dans le bassin d'une clairière. Grip était terrifié. Tout en rampant sur le dos, il dégaina son couteau et son arme de poing. Ked s'avança doucement vers lui. D'une main, il le tenait en joue avec son fusil de précision, tandis que l'autre main s'apprêtait à fondre sur Grip. Si tu me tires dessus avec ça, tout ce que t'arriveras à faire, c'est m'énerver. Et j'appuierai à mon tour sur la détente. Ked le saisit au cou avec violence et le souleva. T'es foutu, gros dégueu. Je suis très en colère contre toi. C'est ça. Et toi et tes petits copains, vous êtes pathétiques. Vos discussions me donnent la nausée, votre comportement n'a aucun sens. J'ai échoué, mais vous finirez bien par passer un jour. Ked lui répondit avec un puissant coup de tête et le laissa s'étendre. Complètement déboussolé. Il ne restait plus qu'à finir le travail lorsque Ked remarqua que des gomoïmes s'approchaient. Ils tenaient Göttel. L'un d'eux s'avança vers Ked et posa sa main sur son épaule. Désolé, mon cousin, j'ai rien compris. Les gomoïmes emmenèrent Grip. Ok, mais surveille-le bien, d'accord? Ked expliqua sa situation comme il le pouvait aux indigènes et leur demanda de l'aider à rejoindre Zarmasapu à son tour. Une chance qu'ils se souviennent du nom du temple. À Zarmasapu, la lutte était tout aussi éprouvante pour nos amis. Le crabe géant ne faiblissait pas malgré les assauts. Soudain, on entendit un hurlement étrange dans les hauteurs. Tout le monde leva les yeux. Une silhouette humanoïde était suspendue à une corniche au sommet d'une colonne. Au moment où l'inconnu tenta de se hisser, le perchoir se brisa pour de bon, le laissant sans appui. Dans la panique, il donna un coup de pied dans la colonne ancienne, ce qui suffit à la faire vaciller. Le malheureux continua de chuter dans une série de roulés-boulés navrants, pour atterrir au pied de nos amis stupéfaits par tant de maladresse. La colonne finit par se renverser sur une colonne plus grande, qui à son tour s'effondra sur le monstre, également perplexe, transformant le tout en un mélange d'abattis fumants et de purée de crabe galien. Yes! Ah, wouh! Bien. Encore un dialecte mystérieux. Le docteur n'est jamais là quand on a besoin d'elle. Salut. Désolé, ça s'est fait avec pertes et fracas. Hein. Pas de blessés? Nous, ça va. Et vous? Rien de cassé? Vous avez fait une sacrée chute? Non, non, pensez-vous.
quelques bleus sans plus. L'inconnu semblait néanmoins souffrir le martyre. Mais qui êtes-vous? Et comment avez-vous atteint un âge aussi avancé? Oh, pardon, où avais-je la tête? Je me nomme je veux dire Zéro. Je me nomme Zéro. J'étais en train de récupérer des cristaux quand... Vous allez bien? Oui, mignonne, tout est ok. Descends nous rejoindre. Oui, je disais, je cherchais des cristaux quand j'ai entendu de l'agitation Eh bien, je vous remercie, c'est honorable de votre part. Oh, mais c'est tout naturel, chère dame. Waouh, c'est incroyable, si on met de côté l'aspect profanatoire. T'es une vraie machine de guerre. La routine, mignonne. Jamais personne ne me félicite, moi. Eh bien, permettez-moi de vous dire, cher monsieur, que j'ai remarqué avec quelle habileté vous négociez les esquives et les tirs rapides. Je suis très fier d'avoir combattu à vos côtés. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Vous avez seulement failli nous tuer. J'ai terrassé le monstre. Lui-même n'en revenait pas. La vache, vous êtes dur. Vous pourriez quand même vous considérer... Pendant que Maïk et Zéro se chamaillaient, Jeanne observait ce dernier avec attention. Zéro répondait à la description d'un déchu. Aussi appelés Tiflin, ils avaient plutôt mauvaise réputation. Mais rien d'alarmant. Ce sont en général des ermites du fait de leur apparence démoniaque. Et comme disait l'écrivain Edward Bloom, l'oncle de Jeanne, le plus souvent, les personnes considérées comme agressives ou menaçantes sont simplement très seules et manquent de savoir-vivre. Maïk, laisse tomber, viens. Nous devons retrouver Ked et Jébu, il n'y a plus de minutes à perdre. Jébu? Vous êtes à la recherche de Jébu? Ah non, vous commencez à nous les casser, monsieur. On veut plus vous entendre maintenant. Mais permettez-moi de vous aider, je sais où le trouver. Nous nous connaissons et il se trouve actuellement... Au sud-ouest de notre position, nous savons. Au sud? Attendez, bah non. Non, il est au nord de l'île, au sanatorium de Jehara. Depuis quand? Un petit moment maintenant, il me semble. Pourquoi est-il là-bas? Il a été blessé? Elle est louche, ton histoire. Et toi aussi, t'es louche. Madame, sachez que je ne saurais mentir. Jébu est un ami et client de longue date, et je puis vous affirmer qu'il n'est pas au sud-est de notre position. Je confirme. Tout le monde prononça le nom de Ked avec soulagement. Ils étaient tous vraiment très heureux de le revoir sain et sauf. Il ne manquera pas d'expliquer ses mésaventures avec Grip et Guttel. Grâce à ces révélations, il était clair pour nos aventuriers que l'incident du pont avait été ourdi par Grip et que Gadelbert n'était pas impliqué. Jeanne demanda tout de même aux Gomoïm de garder Burt à vue, ainsi que Grip et Guttel. Tout ce petit monde fut enfermé dans les cachots du temple jusqu'à nouvel ordre. Selon Zéro, Jébu serait en soins au sanatorium de Jehara. Vestige d'anciennes colonies humaines, la cité de Jehara était isolée du reste de l'île. Elle était principalement peuplée d'hommes, d'elfes et de quelques gobelins prospères. Jeanne connaissait bien cet endroit et avait horreur d'y travailler puisque les soins étaient prodigués selon une sélection plutôt élitiste. Médecins et botanistes de tout pays s'y rendaient pour leurs recherches et la cité exposait et exportait surtout des végétaux et essences très prisées sur le continent. Zéro expliqua, avec beaucoup de difficultés et non sans se faire interrompre, qu'il était spécialisé dans la récupération de matériaux et qu'il avait souvent travaillé pour Jébu, surtout à l'occasion de ces grandes réunions de conseils d'ingénieurs ou autres séminaires. La capture de Grip et Guttel a permis à nos amis de prouver aux Gomoïm leur bonne foi. Grâce au talent d'interprète de Jeanne, des recoupements d'informations purent être effectués au sujet des agissements de Grip. Jusque-là, rien ne permettait de conclure que Gadelbert était impliqué. Mais personne n'aime les gobelins bureaucrates et bavards, ce qui poussa nos compagnons à maintenir sa détention. Peu de temps après les incidents qui ont fait l'objet de la mission, et les attaques des rebelles, l'administration de Zadok avait pu négocier une trêve avec les Gomoïm. La limitation de la présence militaire sur l'île et la libération totale de l'espace aérien étaient les conditions sine qua non de ce traité. Une nouvelle fois, Jeanne était l'artisan de cet accord. Toutefois, pour avoir héroïquement capturé les deux bourreaux et pour avoir protégé le temple sacré de Zarma-Sapu, les Gomoïm témoignèrent leur gratitude en permettant à leurs visiteurs d'emprunter à nouveau la voie des airs. Ceci permettra d'atteindre rapidement Jehara. Et là-bas, c'est un véritable avantage de faire son entrée en appareil volant perfectionné plutôt que par la porte. En effet, les habitants, qui se feraient beaucoup du camp dira-t-on, n'oseront plus se montrer hostiles ou désagréables après une telle démonstration de moyens. Et c'était surtout valable face à la garde locale un brin sélective également. La cité était dirigée par une assemblée de puissants commerçants
Il tenait absolument à préserver l'image et la stabilité économique de Gérard. Après un jour de repos dans les habitations indigènes aux alentours de Zarmasapu, des gyrocoptères contactés par radio ont rejoint nos amis. L'heure de la séparation avait de nouveau sonné. Bon, c'est là que nos chemins se séparent, mignonne. T'as fait un super boulot avec tes connaissances. Merci, Dame Cédric. Ça ne va pas, Doc? Si, tout va bien. Jeanne, s'il te plaît, arrête de te comporter comme ça. T'avons-nous déjà fait penser que nous adhérions à leurs bêtises de niveau hiérarchique? On te considère comme notre ami. Si tu as quelque chose à dire, ne te gêne surtout pas. Bien. Alors je souhaiterais vous accompagner à Jara. La situation de Jébu reste péniblement mystérieuse, et je veux être là pour entendre ses explications. Sûrement pas, docteur. Cela ne fait pas partie de vos attributions. Vous devriez reprendre votre travail. Elle va marcher? Oh, Oui, je comprends. Pardonnez-moi. Elle a marché. Mike! Oh, ça fait un mal de chien. Si on peut plus rigoler. C'est pas drôle. Trouve-toi une autre distraction. T'inquiète pas, Jeanne. N'écoute pas ce comique. Tu es la bienvenue. Merci, Cédric. Si vous le permettez, valeureux guerrier, j'aimerais vous empoîter le pas. Oh non, encore vous, décidément cette journée s'annonce compliquée. Je souhaiterais y vendre le fruit de mes récoltes. Soyez généreux, en souvenir de nos batailles. De plus, je connais parfaitement les lieux. Le docteur connaît aussi les lieux. On peut largement se passer de vos conseils. Ça va, vous pouvez venir. Ce guignol est une catastrophe ambulante. Il va nous causer des ennuis. Voyons, Mike, ne sois pas si rude. Si Zéro est un ami de Jébu, il est le bienvenu. Et si ce vieux gobelin aviné nous a bel et bien trahis, tu auras le droit de cuisiner notre ami cornu. Quoi? De ce point de vue... Si ça veut dire l'attacher, je suis partant. Pour le bien commun. La troupe fraîchement composée embarqua à bord d'un gyrocoptère et mit le cap sur la cité de Jehara. La canopée se mit à défiler sous les yeux ébahis de Jeanne, qui n'avait pas eu vraiment l'occasion de profiter d'un tel spectacle jusque-là. Quant à Zéro, l'altitude lui posait quelques problèmes. Je me sens vraiment pas bien là. Ça y est, j'ai... Après un court voyage au-dessus de la jungle, qui aurait pu être des plus agréables s'il n'avait pas été vécu dans la peur de voir un Tiffin régurgiter son dernier repas, l'appareil se posa à l'aérodrome de Jehara. La ville était très peuplée et cosmopolite. En sortant de l'aérodrome, ils se trouvèrent perdus dans une foule. On pouvait y distinguer un nombre important de mages, la plupart en provenance du continent. Les rues de ce quartier étaient bordées des shops proposant divers articles issus de la végétation locale et des extractions volcaniques. Ah, le quartier commercial. Pourriez-vous m'accorder un instant? La boutique de l'un de mes acheteurs se trouve à quelque part. Soit. Nous allons aussi profiter des commerces pour nous ravitailler. Ça va, mignonne? Je déteste cette ville. Les habitants, ils sont d'une arrogance. Sois tranquille. On n'a aucune raison de se faire prendre de haut. Alors, où ira-t-on une fois que l'autre ahuri sera revenu? Ah, ben quand même, merci. Il a dit que Jébu se trouvait au sanatorium. C'est le grand bâtiment à l'ouest de la ville, au bord de l'océan. De son côté, Zéro poussa la porte de la boutique. Sur l'enseigne, on pouvait lire Konets Sterviatnik, principe et technique Pézoc. Les Pézoc étaient des humanoïdes aux allures de vautours. Leur peau était grise et lisse, et leurs yeux perçants. Ils étaient devenus des experts en matière de magie chaotique et temporelle. Et ils avaient également un grand sens des affaires. Bien le bonjour, chers collaborateurs. Ah, Zéro, je ne pensais pas te voir si tôt. Je n'ai eu ni le temps ni les moyens de renouveler mon contrat d'assurance, alors tiens-toi tranquille, s'il te plaît. Ah, je ne me lasserai jamais de ton sens de l'humour, Konets. Voici les éléments habituels. Et un supplément de cristaux en provenance de Zarmasapu. Généralement, la concentration sur le calcul mental déclenche chez Zéro un remuement de queue incontrôlé et inconscient, un peu à la manière d'un chat. Si bien que, de façon hautement prévisible, son agitation finit par renverser un grand canister rempli de baisse lovocéra. Il se brisa et répandit une infinité de petites billes brunes sur le sol. Zéro, paniqué par le vacarme derrière lui, se mit à les piétiner en dansant comme une autruche apeurée. Ah, arrête de les écraser, espèce d'interminable bourrique.
elles se mirent à dégager une odeur vraiment insupportable. Difficile à imaginer pour un humain, cette odeur était capable d'écœurer totalement n'importe quelle créature. Oh non, c'est une tragédie. Vremia, descends. Mais ne passe pas par la boutique, attends-moi dans la rue, il y a eu un accident. Quelques instants plus tard, devant la boutique. Ah, cette fois c'en est trop, Zéro. Tu viens d'immobiliser mon commerce pour des semaines. Et en plus, tu as détruit pour une fortune de Beslovocera. Je vais de ce pas faire une déposition à la garde. Viens, Vremia. Non, attends, on peut peut-être trouver un arrangement. Le reste de l'équipe terminait ses achats lorsqu'ils virent Zéro trottiner derrière le sorcier Pézoc et sa fille. Après s'être présenté, Connex expliqua la situation à Stilric. L'idée de Zéro était de proposer ses services à l'équipe en tant qu'aventurier de façon à pouvoir dédommager le sorcier. Non, pas ça, je t'en supplie Stilric, pas ça. Je n'ai jamais rencontré de créature aussi maladroite. Pourtant, j'ai envie de saluer ton honnêteté. Je veux bien faire un essai. Maïk, Non, non et non. Ked, Ouais, d'accord, si ça t'amuse. Jeanne. Moi Bien, je n'ai rien contre lui. Mon oncle m'a toujours enseigné la tolérance. Je suis pour. Alors ça, pour un coup bas, Adjugé. Très bien, mais toi et moi, Zéro, nous allons officialiser ces termes à la garde. Et si tu ne tiens pas tes engagements, tu ne pourras plus jamais prospecter dans cette région du monde. Et surtout, ne sous-estime pas la vengeance d'un magicien. Ce serait stupide. Oh, qui laisse tomber. On y va. Zéro abandonna temporairement nos amis. Ces derniers arrivèrent au sanatorium de Jehara après une courte marche dans les rues en effervescence. Le sanatorium était très bien tenu, l'ordre et la propreté régnaient. Et les infirmières dans leurs groupes ethniques respectifs étaient toutes très séduisantes. Stilric s'approcha du comptoir de l'accueil. Bonjour, nous venons visiter notre ami Jébu. Il serait en soins chez vous. Oui, en effet, nous l'avons admis il y a quelques jours. Un instant, je vous prie. Elle se leva et partit dans les couloirs. Très vite, un médecin s'avança vers la troupe. Il arborait une drôle d'attitude, disant qu'il était indifférent et mécontent à la fois. Stilric, un peu perdu et agacé par tant de suspense, se présenta et demanda ce qu'il se passait avec Jébu. Alors, Doc, qu'arrive-t-il au vieux? C'est grave? Grave? Vous me demandez si ce qui arrive à Jébu est grave? Ai-je tort de demander? Madame, pardonnez mon franc-parler, mais ce qui est grave avec ce bon Jébu, c'est son mépris pour la décence. Et Personne ne vous Tout à fait contredira. d'accord, oui, mais pourquoi pointer à une telle évidence? Voilà maintenant des années que Jébu nous rend visite. Il finit ici après chaque séminaire, chaque conférence, chaque banquet organisé par les conglomérats d'ingénierie gobeline. Et à chaque fois, il bat des records d'alcoolémie, de débauche et de grossièreté. Eh ben, j'avais déjà rencontré des personnes outrées par son comportement, mais là, je dois avouer que ça bat des records, effectivement. Cette fois, il était au sommet de son art. Ça a duré un mois entier. Un mois durant lequel il s'est imbibé, goinfré, drogué, et durant lequel il a semé le chaos et la désolation. Ils sont au moins 400 gobelins à participer à ces rencontres, et il est le seul qui crée des problèmes. Il a saccagé tous les parterres de fleurs de la salle d'exposition et de l'hôtel, en les étouffant sous un raz-de-marée gastrique. Il s'est promené nu, insulté tous ceux qui avaient le malheur de croiser son chemin, il a fabriqué un char d'apparat de fortune d'un goût douteux, et volé des chevaux afin de défiler devant la mairie. Les pauvres bêtes se sont suicidées tant la honte était pesante. Merde, mes binocles. Oh non. Gueule, toi. Amir, mets-moi donc un autre truc. Merde. Jébu, qu'est-ce que tu fais là?
Je suis venu faire valoir mes intérêts. C'est une bonne idée. Exactement. Alors, je vais présenter les autres. Aujourd'hui, je vais présenter les miennes. Arrête, j'ai vu, c'est pas le con. Si tu continues, ils vont venir te chercher et ils vont te bousiller la tronche. C'est ça que tu veux, mourir sous. Et t'imagines ce que les gens vont dire? Mourir sous, c'est mourir debout. Je me fous des racontars. Monsieur, si vous brandissez une arme, j'appelle la sécurité. C'est quoi tes idées à toi? Hein? Espèce d'enfoiré. Qui est là-bas? Usurpateur de Je vous prie de ranger votre arme et de quitter les lieux, s'il vous plaît. Voilà, je baisse tout le monde. C'était un accident. Salut, ma jolie. Sans parler des débuts de sa convalescence où il a bien fallu le tenir. Ked, Maïk et Stilric se regardèrent en fronçant les sourcils. Tout le monde au sein de l'équipe savait que Gébu avait quitté son ancien poste pour divergence idéologique il y a longtemps. Cela s'était fait de façon assez brutale d'ailleurs. Il était à l'époque responsable du département motorisation au bureau d'études de Zanradberg. Il avait quelques brevets à son actif et jouissait d'une certaine autorité, mais il utilisait uniquement son influence pour se créer du temps libre. Il ne parlait jamais de cette période à ses nouveaux amis, sauf peut-être pour expliquer ses liens avec Gibson. Ce dernier étant la principale raison de sa démission. À cette époque, ils travaillaient ensemble. Gibson faisait tout son possible pour gravir les échelons, et il était parvenu à convaincre les hauts dirigeants que vendre des armes et déclencher des conflits pouvait être une source substantielle de profit. Le très loyal assistant de Gébu, Gozog, avait aidé son mentor à calomnier Gibson afin de le discréditer auprès de la direction. Malheureusement, si l'idée était simple et efficace, le procédé lui eut quelques ratés. Il s'agissait de faire tomber une fausse note de service entre les mains des chefs en simulant une fuite d'informations. Ce document devait prouver l'implication de Gibson dans des activités frauduleuses et malveillantes pour Zanradberg. Seulement Gébu s'est montré négligent. Il avait cru bon de s'enivrer afin de trouver l'inspiration nécessaire à la rédaction de ce papier. Le manque de vraisemblance, l'écriture hideuse et les multiples taches de boisson avaient rendu la supercherie flagrante, aux yeux de tous, et également à ceux de Gibson. C'était flagrant, puisque Gibson, aussi bizarre que cela puisse paraître, pour un gobelin, ne s'épanouissait guère dans les excès de ce type. Et chez les gobelins, une telle hygiène de vie ne passe pas inaperçue. Avant d'essuyer les conséquences de ses actes, Gébu prit soin de blanchir Gozog en lui demandant de rester coopératif envers Zanradberg et de divulguer certaines anecdotes compromettantes à son sujet. Et pour ce faire, nul besoin d'une imagination. Il s'est alors exilé et a rejoint Ked et sa bande pour plus tard renverser Grunotch, le caïd de Zadok, et s'associer aux Givrés. La suite, nous la connaissons. Mais alors, que faisait Gébu parmi ses anciens collègues aux réunions festives de Jehara? Nos héros en avaient assez de tomber des nues, et comptaient bien le découvrir. Zéro avait fini de régler les formalités de son accord avec Kohenetz et s'apprêtait à rejoindre ses nouveaux compagnons au sanatorium. Lorsque le médecin chargé de Gébu eut terminé d'énoncer l'historique des événements, il indiqua sa chambre et entra en premier. Gébu était assis dans son lit, vêtu d'un pyjama, un plateau repas devant lui. Au moment où le médecin entra, l'infirmière dissimula précipitamment une petite bouteille dont elle venait de verser le contenu dans le verre de Gébu. « Comment ? Infirmière !» Le médecin bondit pour empêcher Gébu de boire ce que ce dernier s'empressa de faire. Très en colère, le médecin somma à sa subalterne de sortir de la chambre. « Pour le bien de votre ami et celui de la communauté de Jehara, ne lui donnez rien à boire, compris ?» Il quitta la pièce. Les compagnons s'avancèrent à leur tour, mais Jeanne resta en retrait. Gébu n'avait pas l'air très enthousiaste, il finit par les saluer. Salut les copains.
Comment vous m'avez trouvé? Un certain Zéro, ça te dit quelque chose? Oui, plutôt. Vous lui avez survécu, hein. Remarquez, vous n'êtes pas les premiers pecnos venus. Dis donc, le vieux, c'est quoi cette histoire de repas d'entreprise? T'étais censé être en cavale vis-à-vis d'eux, non? Et là, t'es comme un coq en pâte, tu te fais bichonner. Alors qu'il y a 3 jours, tu mettais cette ville à sac en provoquant tout et tout le monde. Et pendant ce temps-là, nous, on risquait notre peau. Mais je vous ai pas demandé de venir me chercher, je suis un gobelin majeur, quoi. T'as 2 ans d'âge mental, j'ai vu. Mais comment je veux dire Zéro, pouvait-il être sur le continent puisqu'il était ici avec moi? Nous l'avons rencontré à Zarmasapu. Je comprends rien du tout. Et que faisiez-vous ici, enfin? Oh, mais pas de problème, laisse-moi t'expliquer. Nous avons été convoqués par le givré pour enquêter sur l'île afin de définir si Zadok était réellement coupable d'enlèvement parmi les Gomoïm. Et, jusque-là, tout porte à croire que c'est bel et bien la vérité. Quoi? Mais c'est impossible. Tu parles comme ton compagnon Gadelbert. T'as changé, on dirait. Mais arrêtez vos conneries, c'est stupide. Pourquoi enlèverait-on des Gomoïm alors que nous nous tuons à suivre des démarches pacifiques? Ça n'a pas de sens. Un des soldats, un dénommé Grip, a été intégré à notre groupe, ainsi que son second. Il a tenté de tous nous tuer, en particulier Ked, qui a réussi à le faire capturer. À la suite de ces événements, les Gomoïm ont pu nous faire pleinement confiance. Et grâce aux traductions de Jeanne, nous avons pu constater que c'était bien Grip et Guttel qui s'étaient chargés de semer le trouble sur l'île. Oh, Jeanne, elle était avec vous? Oui, elle aussi a failli se faire tuer par Grip. Non. Elle va bien? J'ai bu? La troupe s'écarta pour laisser place à Jeanne. Oh, Jeanne, je te demande pardon. Pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Je ne sais pas, je te le jure. Te mettre en danger est tout bonnement impensable pour moi. C'est pourtant exactement ce qui s'est produit, j'ai bu. Bon, très bien, je vais vous expliquer. Lorsque je travaillais à Zanradberg, nous partions régulièrement en séminaire à Gérard. Durant ces périodes, je pouvais m'adonner à tous les excès. Aucune limite à l'infamie, impunément. L'influence des conglomérats gobelins est très importante à Gérard. Cette ville aime l'or par-dessus tout. Et est prête à cautionner n'importe quoi de la part de ses bienfaiteurs. Lorsque j'ai quitté Zanradberg, c'était une vie de roi que je laissais derrière moi. Une vie dans laquelle je pouvais oublier l'horreur de ce monde. Une fois Zadok investi et le ZBR décréé, j'avais l'espoir d'intégrer à nouveau une convention. Hélas, le givré a toujours refusé. Alors, j'ai décidé de lancer, avec l'aide de Gadelbert, un programme d'implantation de base sur Z-Galif et bien sûr Gomo que vous connaissez. Attends, t'es en train de nous dire que t'as mis tout ça sur pied pour venir te rincer le gosier au soleil? J'ai bu baisser la tête. Il se mit assis sur le bord de son lit, retira ses lunettes et abandonna son visage dans ses mains. Plus personne ne parlait. Le silence révéla le bruit des sanglots de Jeanne. Elle pleurait à chaudes larmes, la tête basse. Aucun regard, aucune colère. Seulement de la tristesse d'un enfant. Jébu posa son regard sur elle, les yeux tremblants. Il sauta de son lit et se traîna jusqu'à elle. Oh, Jeanne, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jeanne. Jeanne hocha doucement la tête de gauche à droite. Ses longs cheveux châtains se balançaient devant son visage. Elle fit demi-tour et quitta la pièce. Les autres la suivirent. Jébu était désormais seul, à genoux au milieu de sa chambre. Il restait immobile, fixant les larmes de Jeanne sur le sol. Pardon, désolé, vraiment. Ah, Jébu, que fais-tu? La compagnie s'en va. As-tu encore besoin de repos? Qu'y a-t-il? Tu cherches tes lunettes? Mon cher le 6, ma convalescence est bel et bien terminée. Je vais repartir sur le continent et je ne reviendrai jamais à Jara. Je crains de devoir te faire mes adieux, mon ami. Eh bien non. Figure-toi puisque je fais officiellement partie de l'équipe. Ah, vraiment? Bon, eh bien, ce n'est pas grave. Jébu s'habilla, prit ses affaires et ils quittèrent la chambre. Ah, vous nous quittez? Oui, merci pour tout, docteur. En ce qui concerne les réparations de vos dégâts, elles ne sont pas encore finalisées. Je vous conseille donc de ne pas revenir avant un long moment. Pour tout vous dire, docteur, je ne reviendrai jamais à Jara. Oh, vraiment? Absolument.
Je retourne chez moi, à Zadok. Et je l'accompagne. Nous allons travailler ensemble sur le continent. Et Zéro vous accompagne. C'est vrai, oui. Et vous ne reviendrez jamais à Jera. Pas moi, en tout cas. Je finirai bien par revenir, mais je dois réunir une telle somme que ça risque de prendre beaucoup de temps. Est-ce que tout va bien, docteur ? Oui, parfaitement. Bien, oui, je vous remercie. Le docteur et les aides-soignants étaient bouche bée. Tout le monde les regardait. Jébu et Zéro franchirent la porte du sanatorium. Une fois dehors, les deux compères entendirent une déferlante de cris de joie dans tout le bâtiment. Peut-être part-il en vacances ? Quel enthousiasme ! Ça doit être dur comme travail. Peut-être, le 6, peut-être. Zéro et Jébu parvinrent à rattraper les aventuriers. Jébu promit à Jeanne de libérer les îles de Gomo, Zet et Galif en ordonnant le retrait total des troupes de Zadok. Il n'aurait aucun mal à le faire compte tenu de l'appui de Ked, Cédric et Maïk, mais aussi grâce à l'indifférence dont le givré avait toujours manifesté à propos de ce projet. Jeanne, à l'écoute de ces paroles, put de nouveau sourire et remplir ses magnifiques yeux de lumière. Les prisonniers de Zarmasapu ont été rapatriés à Gomo Sud et les orques ont découvert des conteneurs servant de camp secret à Grip et Guttel. Ce matériel fut stocké en lieu sûr, à la demande de Jeanne. Notre troupe héroïque regagna le village de Bombélier-qui-Cuit. Le voyage fut paisible même si Zéro avait toujours le mal de l'air, mais cette fois personne n'y prêtait attention tant la beauté de la canopée et du coucher de soleil sur l'océan les captivait. Lorsque Jeanne expliqua aux Gomoïm que Zadok allait complètement se retirer de leur territoire et que c'était grâce à nos amis, la joie envahit la jungle, comme le feu. Et bien entendu, ils décidèrent d'honorer leur sauveur avec un festin à base de viande de querus au miel de Gomo. Le querus rôti au miel de Gomo et aux épices était un plat festif très populaire dans la tradition gomoïme. D'ailleurs, c'était le meilleur exemple d'utilisation de l'ingrédient considéré comme sacré par les habitants de l'île, le miel d'abeille mammouth, Anthophila ptafermlafnet. Cette abeille, dont l'ouvrière atteint 20 cm de long, porte très bien son nom de par sa taille, nous l'avons compris, mais également pour sa tête et son thorax, ainsi que pour ses deux longues antennes pectinées, plongeantes et recourbées, faisant penser aux défenses du mammouth. Cet animal est vénéré par les Gomoïs. Bien sûr, parce que son miel fait l'unanimité chez les gourmets, en raison de sa qualité et de son parfum exceptionnel, mais aussi parce que cet insecte est redoutable. Plutôt agressives, elles peuvent mordre grâce à leurs mandibules disproportionnées et piquer à volonté. Leur venin entraîne une hyperalgésie qui serait bénigne à l'échelle d'une abeille continentale, mais la dose de venin est telle que la douleur d'une seule piqûre peut entraîner l'arrêt cardiaque. L'armement traditionnel gomoïm doit donc moins son développement technique au conflit de leur histoire qu'à l'apiculture locale. T'es un vrai puits de science, Jeanne. C'est un sarcasme ? Ah non, pas cette fois. Mais tu progresses. Ouais, c'est super bon ça, qu'est-ce que c'est ? Quoi ça ? Oh, c'est juste de la graisse de Maloa. Oh, et qu'est-ce qu'un Maloa ? Disons que c'est une espèce de chat sauvage local. Quoi, tu m'as fait une blague ? Eh oui, il n'y a aucun félin dans cet archipel. Tu es le seul représentant. Alors là, je suis estomaqué. L'élève a dépassé le maître. Par contre, prends plutôt des fruits ou de la viande, ça c'est le dîner de Cory. Ah, mais qu'est-ce que c'est pour finir ? Une pâte à base de guano et de larves de coléoptère. Extrêmement nutritif. Jeanne laissa Maïk dépité à la voir Jébu près du feu. Le vieux gobelin fixait les flammes en fumant sa pipe, l'air pensif. Pardon de vous déranger, Jébu, mais je voulais que vous sachiez que votre décision me touche beaucoup. Je vous en suis très reconnaissante. Pour les Gomoïm et pour mes recherches. Vraiment merci. Merci beaucoup. Non, Jeanne, merci à toi. Et pourquoi m'en remerciez-vous ? Merci d'avoir eu foi en un vieux gobelin amer. Grâce à toi, j'ai appris bien les choses. La musique de Moshanga était, comme sa sonnette, inattendue dans la jungle. Mais bon, de bonne aloi. Et comme toujours, le décor exotique en plus, nos amis festoyèrent jusqu'au lendemain. Fin.